Dans vos modèles, est-ce que vous prenez en compte l'altération des grandes forêts équatoriales? Alors oui, oui et non, c'est-à-dire que il y a dans tous les modèles d'aujourd'hui un module et une représentation de l'activité végétale. Ce qui est toujours difficile dans ces modèles, c'est de regarder comment ça va évoluer avec le changement climatique. Donc, dans tous les modèles, il y a une tentative de prise en compte de la végétation, de comment elle va évoluer dans le futur. Ça reste des sujets difficiles où on a une certaine marge d'incertitude sur les résultats et les modèles ne sont pas nécessairement en accord les uns avec les autres. Mais c'est pas un problème qui est ignoré, par contre. C'est un problème qu'on a du mal à traiter, mais c'est pas un problème qui est ignoré. Globalement, ces modèles, ils sont assez crédibles, assez fiables. Si vous voulez, oui, quand on regarde, par exemple, ce qui s'est passé entre il y a une expérience de modélisation que j'aime bien citer quand je fais des cours, s'est faite en 2000. C'était pour le rapport du GIEC de 2001. Il y a eu beaucoup de modèles qui ont essayé de regarder, pour différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, ce que serait le réchauffement dans les décennies qui suivent. Donc on voit que à partir d'un point où on connaît l'histoire, ce qui était donc 2000, c'était la valeur mesurée, si vous voulez, les modèles font des projections. Ces projections, au fil du temps, s'écartent les unes des autres, mais sur les 20 premières années, elles sont quand même assez proches. Et ça fait il y a 20 ans maintenant, on voit que les trajectoires qui ont été suivies dans le monde réel sont assez cohérentes avec des trajectoires, disons, rapides de ce faisceau qui a été créé par ces modèles il y a 20 ans. Donc les modèles sont dans les purs, hein, sont dans les purs de ce qu'on a pu vérifier a posteriori. Alors un modèle, c'est compliqué. Un modèle, c'est le travail mettons, 50 à 100 personnes pendant des dizaines d'années, avec de l'ordre du million de lignes de code. On est sur des projets qui sont au niveau informatique, au niveau et avec derrière nécessairement des équations qui sont parce que c'est la conservation d'un certain nombre de paramètres climatiques comme l'énergie, comme ce qu'on appelle la vorticité potentielle. C'est toutes ces équations de conservation-là qui font qu'on a une capacité à prévoir les choses. C'est quoi la vorticité C'est la potentielle? manière dont on les retourne en réponse à la rotation de la Terre, pour dire les choses simplement. Et donc ça, c'est quelque chose il y a quelques grandes équations de continuité ou de conservation qui font qu'on a une capacité à prévoir les choses. On entend souvent qu'on a 10 ans, 20 ans pour changer le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut impérativement infléchir nos émissions de CO2 dans ce laps de temps, sinon on ne maîtrisera plus rien? Alors, l'idée qu'on est dans une situation d'urgence, c'est là, il faut la conserver, parce que c'est une réalité. On est dans une situation d'urgence. Après, je me méfie un tout petit peu de ce que peuvent, sur le moyen terme, donner ces indications sur il nous reste 10 ans, 20 ans. Une fois qu'on sera arrivé aux 20 ans, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit? Je crois que aujourd'hui, il faut essayer de faire au mieux. Ce qui est certain, c'est que au mieux aujourd'hui, c'est pas tout à fait ce qu'on espérait faire il y a quelques années. C'est même peut-être pas du tout. On est à, je dis, 1 degré de réchauffement. Les scénarios du GIEC nous disent que pour rester sous la barre des 1,5 degrés, c'est d'arriver à une neutralité carbone justement de zéro en 2050. 2050, c'est dans 30 ans. On parle à l'échelle du monde. Quand on parle du CO2, du carbone, on parle à l'échelle du monde. Ça veut dire sur l'ensemble de la planète, ne plus avoir de voitures comme aujourd'hui dans 30 ans. On peut se promener à droite, à gauche dans différents pays, on peut écouter les nouvelles à la radio sur la volonté ou non de poursuivre la fabrication d'automobiles dans différentes usines. On n'y est pas pour le moment. Donc effectivement, on va très nécessairement aller au-delà de ce qu'on souhaite faire. Ça n'est pas la fin du monde, c'est un monde différent. Et ce monde différent, je pense qu'il faut dès maintenant apprendre à le gérer. Il faut apprendre à le gérer. Alors c'est très difficile parce que
ces situations-là, consistant à dire il faut s'adapter à ce qui va se passer parce que ça sera plus que ce qu'on souhaite, c'est vu comme un défaitisme. Je crois que la solution qui convient, enfin la perspective qui est pour moi la plus juste, c'est de se dire on a d'une part un besoin de protéger des territoires. Il y a des choses qu'on n'empêchera pas. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut trépigner, taper du pied par terre, on n'empêchera pas un certain nombre de choses. Et puis d'un autre côté, on a besoin de commencer dès maintenant réellement à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc ce qu'il faut, c'est trouver des solutions qui agrègent les deux idées.